Tu as entendu ça? Chuchota Riley en me serrant le bras fort. Je lâchai un petit rire nerveux. Riley ricana en retirant brusquement son bras. Pour que tu reviennes après te vanter de ma découverte. Laisse tomber. Elle se baissa aussitôt et se mit à ramper vers la fenêtre de la cabane. Je lui sifflai de s'arrêter, mais elle m'ignora complètement. Je finis par abandonner et la suivis. On atteignit le côté de la cabane où se trouvait une petite fenêtre basse. Elle était vraiment sale, mais le cadre était abîmé, laissant un petit espace. On jeta un œil à l'intérieur. La cabane était plongée dans le noir, avec une seule lampe allumée sur une table. Une femme était allongée par terre, les poignets et les chevilles attachées. Ses cheveux étaient en désordre, elle pleurait et grimaçait de douleur. Un grand type se tenait au-dessus d'elle, souriant comme un fou. Il prenait des photos avec un petit appareil. Elle chuchotait, le suppliant d'arrêter, mais il l'ignorait totalement. Ma sœur jumelle Riley et moi échangeâmes un regard. On voulait toutes les deux fuir, mais il fallait aider cette femme. À cette époque, on avait 10 ans et on grandissait dans les bois derrière notre quartier à Asheville. On avait passé tout notre week-end à y jouer à la chasse au trésor. Nos parents étaient OK avec ça, tant qu'on rentrait avant que les lampadaires s'allument. On avait nos propres sentiers, un ruisseau qu'on barrait chaque été et un arbre creux où on planquait toutes nos affaires importantes. On connaissait ces bois comme certains gamins connaissent leur propre jardin. Alors, un dimanche de fin d'été, quand Riley a rappliqué en courant, disant qu'elle avait trouvé une petite cabane cachée dans les arbres et les herbes folles, il fallait que je la voie. Elle m'a emmené plus loin que d'habitude, en suivant le ruisseau, et on l'a trouvée derrière des buissons vraiment envahis. Elle était plutôt vieille, les planches étaient grises, et le toit s'affaissait d'un côté. On avait exploré ces bois depuis toujours, alors le fait qu'on n'ait jamais vu cet endroit avant nous semblait à la fois dingue et super excitant. On était peut-être à 6 mètres de la porte d'entrée quand un cri strident nous a figés sur place. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cette situation avec cet homme terrifiant et cette femme accrochée à la vie. On a attendu que l'homme pose sa caméra sur la table et sorte par la porte d'entrée. On entendait ses bottes sur le porche. Riley a pointé vers le fond de la cabane. Elle avait repéré une porte. On s'est mis à ramper vers elle. Riley a essayé la poignée et ça a ouvert. On est resté bas et on a bougé vite. Riley a atteint la femme en premier et a commencé à défaire les cordes à ses poignets pendant que je surveillais la porte d'entrée, paniqué. Les yeux de la femme ont failli sortir de sa tête quand elle nous a vus. Elle sanglotait en secouant la tête, mais Riley avait déjà libéré une main et j'avais réussi à dégager ses chevilles. Au moment où elle a réussi à se relever, la porte s'est ouverte d'un coup et le type a débarqué. On a filé avant qu'il puisse s'approcher. Pour quelqu'un qui venait d'être ligoté, cette femme était étonnamment rapide. On a foncé dans les bois à toute vitesse. J'entendais le type juste derrière nous, fonçant à travers les buissons en nous criant de nous arrêter, hurlant qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Par ici. J'ai attrapé sa main et l'ai guidé vers la clôture, pendant que Riley prenait la tête. On a atteint la clôture en 5 minutes à peine, et je me suis faufilé par l'ouverture habituelle. Riley a suivi, et je me suis retourné pour aider la femme à passer, mais elle s'était arrêtée juste à la lisière des arbres. « Si tu franchis cette clôture, je ferai en sorte que toute ta lignée le regrette, Monica. » L'homme avait crié. La femme sanglotait maintenant. Elle nous a dit qu'elle était désolée, mais qu'on devrait rentrer chez nous et tout oublier. Elle a eu un hoquet avant de faire demi-tour et de retourner dans les bois. Riley et moi avons couru chez nous et tout raconté à notre père. Il a immédiatement appelé le 911. Des agents se sont rendus au chalet cette nuit-là. Quand ils sont arrivés, il était en feu. L'incendie avait été déclenché récemment, depuis l'intérieur. Quand tout a brûlé, il ne restait plus que les fondations et quelques morceaux de métal du toit. On n'a jamais retrouvé ni l'homme ni la femme. Les enquêteurs ont comparé les signalements de personnes disparues avec la description qu'on avait donnée d'elles pendant des mois, mais rien ne correspondait. Aujourd'hui, je suis avocate d'entreprise et Riley est infirmière à Charlotte. On en parle encore à chaque fois qu'on se voit. On a surmonté le traumatisme, mais toute cette histoire ne nous quitte pas. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi proche de s'en sortir aurait choisi de retourner dans cet enfer. Quelle emprise avait-il sur elle pour qu'elle choisisse volontairement cette souffrance? Riley et moi avons passé des années à rejouer ça dans nos têtes.
On n'a toujours pas trouvé de réponse. Quand je vois des gens rester dans des situations toxiques, je pense à elle. De l'extérieur, ça n'a aucun sens, mais il se passait visiblement quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. J'espère vraiment qu'elle a fini par trouver une vraie issue. On a déménagé à Westlake juste après que papa est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 6 ans. Maman pensait que le comté de Hardin avait trop de fantômes et qu'on avait besoin d'un nouveau départ. La grande maison, les grands arbres et toutes ces terres me manquaient un peu. Mais une fois l'école commencée et que j'ai rejoint l'équipe de baseball, le comté de Hardin est devenu un endroit où j'habitais autrefois. Au fil du temps, maman a commencé à enseigner dans une école primaire à quelques rues de là et a rencontré un autre enseignant qui la faisait vraiment rire à nouveau. Les années passant, on a tous les deux tourné la page, mais le cauchemar récurrent, lui, est resté. Il a commencé environ 1 an après la mort de papa et n'a jamais vraiment cessé. Dans ce rêve, je me vois debout dans les bois la nuit, sous une pluie battante avec le tonnerre et les éclairs qui grondent au-dessus. Il y a une petite cabane, juste à la lisière des arbres, avec une seule lumière allumée à l'intérieur. Je m'approche de la fenêtre et je vois un type assis dans un rocking chair me tournant le dos. Il se balance un moment avant de se retourner lentement et de me fixer. Son visage est couvert d'un épais maquillage de scène à l'ancienne, ses yeux sortent de leurs orbites et ses dents sont tordues. De près, il est encore plus terrifiant. « Approche, Peter !» lance-t-il, riant comme un fou. Je panique, mais je n'arrive pas à bouger. Mes dents claquent, et quand il se lève pour m'attraper, je me réveille en sueur et hurlant à l'aide. Longtemps, j'ai cru que c'était le deuil qui me jouait des tours. Ma mère abondait toujours dans ce sens. Elle me disait que j'avais trop d'imagination et que je ne devais pas trop réfléchir. Alors j'ai gardé ça pour moi. Mais le rêve ne partait pas et est revenu jusqu'à la mi-vingtaine. Juste avant le bal cette année-là, ma copine Cathy m'a quitté. Elle disait ne pas supporter un mec qui criait et parlait sans cesse dans son sommeil. Ça a été le déclic pour moi. Je savais qu'il me fallait une aide professionnelle. Un ami m'a orienté vers un psychiatre, le docteur Halloran. Je lui ai tout déballé. Après avoir écouté mon histoire, il m'a dit qu'un rêve aussi vivide et récurrent depuis plus de 20 ans n'était clairement pas normal. Ça pourrait être un souvenir enfoui, Peter. Parfois, le cerveau verrouille des fragments traumatiques dans le subconscient, même quand la mémoire consciente ne s'en souvient plus. Il a suggéré que le seul moyen d'arrêter ce rêve serait de retourner sur cette ancienne propriété et de comprendre exactement ce qui s'était passé, mais je ne me souviens plus où elle se trouvait. J'essayais d'en localiser l'emplacement grâce aux vagues souvenirs qu'il me restait quand l'hôpital a appelé. Ma mère avait fait une chute à l'école et les scanners étaient alarmants. Elle semblait plus épuisée qu'effrayée au téléphone. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir et régler quelques papiers. Quand je suis monté à Cleveland, un dossier m'attendait. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété de notre domaine familial, dans le comté de Hardin. Vends-la dès que tu peux. Ne la laisse pas là. Promets-moi que tu ne le feras pas. Son désespoir semblait bizarre, mais je pensais que les souvenirs de papa étaient encore trop lourds pour elle. J'ai ramené le dossier chez moi et il est resté sur mon bureau 2 semaines avant que je me décide enfin à étaler le plan de la propriété sous ma lampe un soir. L'endroit était bien plus grand que je ne le pensais. C'était surtout des bois, mais niché dans le coin nord-ouest se trouvait un petit carré sans étiquette. J'ai essayé de me rappeler ce que c'était, mais je n'y arrivais pas. Poussé par l'appréhension et la curiosité, je me suis rendu au comté le premier jour de congé que j'ai eu. La vieille ferme était toujours là, mais à peine debout. Le toit s'effondrait d'un côté et toutes les fenêtres étaient brisées. J'ai passé un moment à marcher dans la propriété avant d'atteindre enfin le coin nord-ouest. J'ai trouvé la cabane exactement là où la carte l'indiquait. Ce n'était qu'un tas de vieilles planches grises avec les bois qui se refermaient de tous côtés. Dès que je l'ai vue, j'ai eu un nœud dans l'estomac. Mon cœur s'est mis à battre fort quand je suis entré. À l'intérieur, l'endroit sentait le bois pourri et la moisissure. J'ai continué à marcher et je suis tombé sur une trappe dans le sol avec un énorme cadenas dessus.
Ma vision s'est mise à clignoter et mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu un moment pour enfin la forcer. Une fois qu'elle a cédé, une bouffée d'air froid et humide m'a frappé de plein fouet. En regardant vers le bas, j'ai vu des marches en béton familières menant vers le sous-sol sombre. Les murs étaient couverts d'étagères débordant de vieilles bobines de films, de cassettes VHS, de pochettes en carton abîmé et de lourds classeurs. J'ai attrapé le classeur le plus proche et je l'ai ouvert. Je n'ai même pas tenu 30 secondes avant de vomir. Dans chacune d'elles, mon père faisait des choses que je ne pourrais même pas prononcer. Les personnes dans ces vidéos étaient les mêmes qui avaient disparu il y a 20 ans. Je me souvenais d'eux grâce aux affiches et aux journaux, et dans chaque plan, ils portaient ce même maquillage de scène épais et sinistre. Je suis resté dans ma voiture au milieu du champ pendant ce qui m'a semblé une éternité, tandis que tout me revenait petit à petit. J'avais seulement 6 ans et il pleuvait à torrents. Je me suis réveillé aux cris et aux rires, et j'ai suivi la lumière jusqu'à la fenêtre du chalet. Là, je l'ai vu à travers la vitre, en train d'arracher les dents d'un homme ensanglanté, à peine conscient. Ma mère m'a trouvé dehors sous la tempête, m'a ramené à la maison et m'a mis au lit sans jamais prononcer un seul mot à ce sujet. Elle savait. J'ai appelé le shérif du comté de Hardin depuis ce champ et lui ai dit exactement ce qu'il y avait au sous-sol avant de rentrer à Cleveland. Un seul regard de ma mère et elle a su que j'avais compris. Elle a fondu en larmes, me disant qu'elle voulait seulement protéger sa famille. J'étais dégoûté et je suis parti. On ne s'est plus vraiment parlé depuis. La police scientifique a passé 2 semaines à fouiller les lieux et à retrouver les restes de 4 hommes enterrés dans les bois. Mon père était mort depuis 11 ans. Il n'a donc jamais eu à répondre de quoi que ce soit. Les cauchemars ont cessé le soir où j'ai passé cet appel. J'aimerais dire que ça ressemble à une conclusion, mais j'ai surtout l'impression d'avoir échangé un mystère contre une réalité bien plus sombre. J'ai obtenu mon diplôme en sciences de l'environnement à l'Université d'État de l'Oregon en juin. J'adorais me balader en forêt, alors quand ma colocataire m'a parlé d'un sentier de randonnée, j'ai décidé d'y aller. J'ai conduit jusqu'au bois au nord de Tillamook un vendredi après-midi et je me suis garé sur un parking de départ de sentier presque vide. J'avais voyagé léger puisque je ne restais qu'une nuit. Le sentier était facile à suivre pendant les premières heures avant de devenir un peu dangereux. Vers 16h30, j'ai glissé sur un mauvais patch de gravier sur une descente de crête et je suis tombé violemment. J'ai dévalé environ 5 mètres avant qu'une racine d'arbre arrête ma chute. Quand j'ai essayé de me redresser, ma cheville droite me faisait tellement mal que j'ai crié. En plus de ça, l'écran de mon téléphone était fissuré à cause de la chute. Il s'allumait encore, mais l'écran tactile était pratiquement inutilisable. Je suis resté là pendant peut-être 10 minutes à réfléchir à mes options. J'étais à au moins 2 heures du départ du sentier avec une bonne cheville, et la température chutait déjà. Passer la nuit seul dans ces bois avec une blessure, c'était une mauvaise idée. J'ai attrapé une branche assez solide pour s'en servir de béquille, et j'ai commencé à avancer en boitant. Au bout d'1 heure environ, j'ai senti une odeur de fumée de bois. J'ai suivi l'odeur et je suis tombé sur une petite cabane délabrée, comme si la forêt cherchait à l'engloutir. Elle était nichée entre de grands arbres de tous côtés, mais je voyais une lumière vaciller dans la fenêtre. En me disant que c'était peut-être une location pour randonneurs ou une vieille cabane de garde forestier, j'ai frappé, en espérant que quelqu'un pourrait m'aider. Une vieille femme asiatique, qui devait avoir dans les 70 ans, a ouvert la porte. Elle portait un gros cardigan gris avec de la farine sur les manches. Ses cheveux argentés étaient attachés en queue de cheval lâche. « Bonjour, je m'appelle Liz Harper. Je lui ai expliqué que j'étais venu me ressourcer dans les bois, mais que j'avais eu un accident. Elle m'a dit qu'elle s'appelait May et que j'étais la bienvenue pour me reposer un peu. Je l'ai remerciée et je suis entré. La cabane était minuscule et semblait assez vétuste. Elle m'a fait asseoir dans le seul fauteuil de la pièce pour examiner ma cheville. Elle s'est dirigée vers une étagère pleine de pots en argile et a commencé à mélanger quelques ingrédients. Ça s'est transformé en une pâte vert foncé qui sentait les aiguilles de pin. Elle l'a appliquée autour de ma cheville et l'a bandée avec des lanières de tissu. En quelques minutes, la blessure avait guéri. Bon sang, c'est quoi ce truc? Juste un remède que je prépare. Tu veux du thé? J'ai hoché la tête.
Pendant que May préparait le thé, on a discuté. Elle m'a dit qu'elle vivait ici en totale autonomie depuis plus de 20 ans, à fabriquer des remèdes à base de plantes et à cultiver toute sa nourriture. Mon fils est vraiment malade depuis un moment. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à s'en sortir. Je suis désolé. C'est bon. Vous voulez le rencontrer? J'ai accepté. Elle m'a emmené au fond de la cabane où un homme d'une vingtaine d'années était allongé sur un lit qui semblait bien trop petit pour lui. Pour moi, il avait l'air plutôt en bonne santé. Mais n'arrêtait pas de parler de sa maladie, mais j'arrivais à peine à me concentrer sur ce qu'elle disait. Ce type me semblait vraiment familier. Je me suis creusé la tête et je l'ai soudainement reconnu grâce à l'avis de disparition agrafé sur un poteau juste devant le café de Corvallis où je travaillais. Vous avez dit qu'il était malade depuis combien de temps? Depuis sa naissance? Excusez-moi, je dois commencer à préparer ses repas maintenant. J'ai attendu que May soit retourné dans la cuisine avant de commencer à le secouer pour le réveiller. Il a repris connaissance lentement, complètement dans le brouillard, mais dès qu'il a réalisé que j'étais là, il s'est jeté sur moi et m'a attrapé le poignet. Il m'a dit d'une voix rauque qu'elle l'avait drogué et amené ici. Il était piégé là depuis des semaines, et chaque fois qu'il se sentait assez fort pour tenter de fuir, elle lui donnait un médicament qui l'assommait complètement. On doit partir. Avant même qu'on ait une chance de s'échapper, j'ai entendu les pas de May résonner dans le couloir. Une seconde plus tard, elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait toujours ce sourire sur le visage, mais ses yeux étaient devenus morts et glacés. « Je vous ai préparé à dîner, les enfants. Venez manger. » Le gars a réussi à se lever, mais il tremblait énormément. Je l'ai soutenu sous le bras pour l'aider à tenir debout et j'ai dit à May qu'on partait. Elle continuait à fixer. J'ai remarqué ses doigts qui tripotèrent le petit paquet, comme si elle s'apprêtait à nous lancer quelque chose. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, j'ai balancé ma béquille de toutes mes forces. Elle l'a touchée à l'épaule, la faisant trébucher contre le chambranle de la porte. On l'a écartée de notre chemin et on s'est précipité dehors dans la nuit. En courant, je l'entendais crier derrière nous. Elle hurlait qu'on l'abandonnait, mais on s'est pas arrêté avant d'atteindre un poste de Rangers. Nathan a tout raconté. Il a dit qu'elle l'avait pris en stop et l'avait retenu pendant des mois. Le ranger a immédiatement appelé une ambulance et la police. Dès le lendemain après-midi, des officiers étaient déjà en route vers le chalet. Mais quand ils sont arrivés, elle avait disparu. Nathan est resté 2 jours à l'hôpital avant que sa famille arrive de Portland. Son rapport toxico mentionnait un sédatif végétal qu'ils n'ont même pas pu identifier. Si je n'étais pas arrivé et ne l'avais pas reconnu, il aurait fini par s'éteindre. Les flics essaient encore de la retrouver, mais ça m'étonnerait qu'elle refasse surface bientôt. Elle est bien trop maligne et déterminée pour ça. Elle avait une mission, et si Nathan n'a pas pu livrer, elle cherche déjà quelqu'un d'autre qui pourra. C'est arrivé quand j'avais 13 ans. Internet n'était pas qu'une simple distraction. C'était mon monde. L'école était un cauchemar, et à la maison, ce n'était guère mieux. Mais en ligne, j'existais vraiment. Et c'est là que j'ai rencontré Christine. Elle se disait une fille de 14 ans, aux cheveux roux, vivant comme n'importe quel ado. On a chatté pendant des mois, puis un soir, elle a demandé à se voir. Je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Ce soir-là, je me suis glissé dehors dans le froid, mon souffle formant des nuages dans l'air, attendant seul dans les rues désertes. Alors que je pensais que ma mère allait être furieuse, j'ai vu une voiture s'approcher. Christine est trop jeune pour conduire, non? Waouh, elle doit être canon, je me suis dit. Mais quand la voiture s'est arrêtée près de moi, j'ai vu un homme adulte derrière le volant. Il avait un sourire sur le visage. Il m'a dit que Christine était sa nièce et qu'il venait me conduire à elle. Je n'avais que 13 ans. Bien sûr, je n'ai pas douté de ses paroles. Et je suis monté avec lui. Il m'a emmené dans une maison près des bois. Elle est où, Christine? J'ai demandé en entrant dans la maison silencieuse. Soudainement, il attrapa mon bras et commença à me traîner en bas des escaliers. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai crié. Il ne répondit pas et me traîna jusqu'au sous-sol. Le sous-sol ressemblait à un vrai cauchemar. Des chaînes suspendues au plafond, les murs couverts de taches qui ressemblaient à du sang. Il me jeta à terre, puis attacha une lourde chaîne à ma cheville. « Tu m'appartiens maintenant », dit-il en se penchant devant moi. Son sourire s'étira trop largement, ses dents jaunes et irrégulières.
Pas de fuite, pas de cachette, juste nous deux. La première nuit, je restais tremblante dans le sous-sol froid et humide. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait jamais eu de fille prénommée Christine. Cet homme m'avait menti et maintenant j'étais sa prisonnière. Le lendemain, on m'obligea à m'asseoir sur une chaise face à une caméra. Le psychopathe malade posa un couteau sur ma gorge et murmura « Souris. Ils veulent tous te voir sourire. » Je ne le fis pas. Il cria dans mon oreille. J'ai dit « Souris. » Il pressa la lame contre mes lèvres. Du sang coula lorsqu'elle perça ma peau. Des larmes coulèrent sur mes joues. Je pleurais. Pourquoi tu me fais ça? Tu refuses d'écouter, hein? Il a sorti du ruban adhésif et a commencé à me couvrir la bouche et le nez. Ma poitrine se serrait pendant que je luttais pour respirer. Mon cœur s'emballait tandis que la panique s'installait. Il a allumé une cigarette, le bout incandescent alors qu'il se penchait vers moi. « Tu veux de l'air ?» Il a demandé, d'un ton léger, presque enjoué. « Alors sois sage. » La cigarette se rapprochait. La fumée me piquait les yeux. Les larmes coulèrent sur mon visage pendant qu'il tenait le bout brûlant près de mon œil. Mes sanglots étouffés résonnaient dans le sous-sol. Il l'a d'abord pressé contre mon cou. La douleur était cuisante, insupportable. Mon corps tremblait, mais la chaîne me retenait en place. Je viens de te faire un tatouage. Il riait d'une joie malsaine. Quand il a finalement arraché le ruban, j'ai repris mon souffle en sanglotant si fort que je croyais m'étouffer. Il souriait en me tapotant la joue comme si j'étais une enfant. « Bonne fille, tu apprends. » Le deuxième jour, il a attaché mes mains dans le dos, me forçant à m'agenouiller devant la caméra. « Ne bouge pas », a-t-il murmuré. Il a ensuite sorti des ciseaux et a coupé une partie de mes cheveux. « Arrête de gigoter », aboya-t-il, m'agrippant l'épaule pour m'immobiliser. « Tu vas ruiner mon chef-d'œuvre. » J'ai mordu mes lèvres au sang pour ne pas crier. Quand il a fini, il a reculé, admirant son œuvre. « Magnifique », dit-il, orientant la caméra pour tout montrer. Ils vont adorer ça. Le fait que cet homme me torture, mais qu'il filme aussi, et que des gens prendront plaisir à regarder une gamine de 13 ans dans cet état, m'a fait réaliser dans quel monde malade on vit. Après m'avoir filmé ainsi, il a ramassé une tronçonneuse au sol. « Il est temps de passer au niveau supérieur », dit-il en la démarrant. J'ai tenté de ramper, mais la chaîne m'a retenu. Il m'a saisi la jambe, me clouant au sol, la tronçonneuse à quelques centimètres. Ça te dérange pas d'utiliser une béquille, hein? Il souriait jusqu'aux oreilles, brandissant la tronçonneuse. Je me débattais, hurlant, suppliant, mais il approchait la lame de ma cuisse. Les dents métalliques ont effleuré ma peau et j'ai pensé, c'est la fin, je vais mourir. Puis la porte a éclaté. Des cris, des lampes de poche, le vrombissement de la tronçonneuse s'est tu quand des hommes en uniforme ont envahi la pièce. Il n'a pas résisté. Il se tenait là, souriant pendant qu'il lui passait les menottes. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Les chaînes avaient disparu. Quelqu'un m'a porté vers la lumière, mais une partie de moi est encore dans cette cave. Même maintenant, quand je ferme les yeux, j'entends le bourdonnement de la tronçonneuse. Je sens la lame sur ma peau et je me demande à quel point j'ai frôlé la mort. Le jour du Nouvel An 2002, Alicia Kozakiewicz, 13 ans, a été kidnappée par Scott Tyree, programmeur de 38 ans, qui s'était lié d'amitié avec elle en se faisant passer pour une fille de 14 ans en ligne. Pendant 4 jours, Alicia a été retenue captive, enchaînée, abusée et torturée dans le sous-sol de Tyree. Tyree a filmé les sévices et les a diffusés sur le dark web. Un internaute en Floride a reconnu Alicia grâce aux informations et à un avis de recherche. Il a contacté le FBI anonymement depuis une cabine téléphonique, craignant d'être inculpé comme complice. En remontant l'adresse IP de Tyree, le FBI l'a arrêté le 4 janvier 2002. En septembre 2003, Tyree a été condamné à 19 ans et 7 mois de prison fédérale. C'était encore une journée chaude et sèche à Elephant Butte, au Nouveau-Mexique. Le soleil tapait sur le bitume craquelé pendant que je marchais, me demandant comment je m'en sortirais demain.
C'est alors que je l'ai vu, un homme soigné en uniforme, brandissant un badge. « Vous êtes en état d'arrestation », déclara-t-il fermement, calmement. Je me suis figé, incapable de comprendre quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il me saisisse le poignet comme un étau. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, une femme était à côté de lui, ricanant, et ils m'ont traîné dans son camion. « Ne résiste pas. »« Ça ne ferait qu'aggraver les choses, » dit la femme. J'aurais pu crier à l'aide, mais la voiture allait trop vite. Le paysage se fondit en un désert sans fin jusqu'à ce qu'on s'arrête devant une remorque. Je ne l'oublierai jamais, une boîte usée et banale au milieu de nulle part. Mon estomac se noua quand ils me poussèrent à travers la porte. À l'intérieur, ça m'a frappé, cette odeur de sang, de sueur et de métal. Au moment où mon regard fut dirigé vers la pièce, mes jambes se dérobèrent sous moi. Chaque surface était couverte d'instruments de torture, chaînes, fouets, scies et des objets que je n'arrivais même pas à nommer. Les murs étaient tapissés de photos de femmes, certaines ligotées, d'autres hurlant, toutes brisées. Et au centre se trouvait le fauteuil. Ce n'était pas un fauteuil pour s'asseoir, c'était un trône pour l'expérimentation. « Bienvenue, poupée, je suis David », dit l'homme d'une voix d'une politesse écœurante. « Et elle, c'est Cindy », dit-il en désignant la fille. Il sourit, tel un prédateur jaugeant sa proie. « Tu vas faire un bel ajout à ma collection !» Avant que je puisse crier, Cindy me poussa sur le fauteuil, les sangles de cuir mordant mes bras et mes jambes. David alluma un magnétophone et sa voix, détachée, sans émotion, envahit la pièce. « Si tu entends ceci, tu m'appartiens maintenant. » L'enregistrement commença. « Tu vas ressentir une douleur au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Personne n'entendra tes cris. Tu resteras ici jusqu'à ce que je décide de jeter mon jouet. » Je luttais contre les entraves, mais elles étaient trop serrées. David ricana en prenant un scalpel sur la table. Il a pressé la lame contre ma peau, traçant une ligne le long de mon bras, puis sur mon ventre. Les coupures étaient superficielles au début, juste assez pour piquer, mais plus mes cris s'intensifiaient, plus son sourire s'élargissait. « On va te marquer comme il faut, hein ?» dit-il, en saisissant un fer à marquer rougeoyant. Je me débattais contre la chaise, les poignets à vif et ensanglantés, mais il n'y avait rien à faire. Il a pressé le fer contre ma cuisse. La douleur cuisante était indescriptible, une explosion brûlante qui m'a coupé le souffle. Mais son sourire mauvais s'est élargi. Quelle belle toile. J'adore vraiment. Tu es ma 24e, dit-il, gravant 24 dans ma chair avec une lame brûlante. L'odeur de chair brûlée envahissait l'air, se mêlant à mes cris. Mais il n'avait pas fini. « L'heure du relooking », ricana Cindy. « Je l'arrache de sa tête, David. » En saisissant mes cheveux. Elle tirait pendant que je sentais ma peau se déchirer presque. J'ai perdu connaissance à cause de la douleur, et quand je suis revenu à moi, du sang coulait de mes sourcils pendant que je regardais mon cuir chevelu brûler. Puis David a pris un couteau, entaillant superficiellement mon cuir chevelu exposé. C'était un bain de sang. Et il a continué ainsi pendant des heures ou des jours. Je ne m'en souviens même plus. Il a appuyé son aiguillon électrique sur ma cuisse et mon ventre. Des décharges électriques faisaient se contracter mes muscles de façon incontrôlable. Les pinces qu'il appliquait tordaient et tiraient sur la peau jusqu'à la déchirer. Chaque cri ne faisait qu'alimenter sa joie malsaine. Il me forçait souvent à rester là pendant qu'il torturait les autres. Des femmes étaient amenées, le teint blême et en pleurs. Il les attachait à ces dispositifs, poussant leur corps dans des angles contre nature, les brisant littéralement. Leurs cris se mêlaient aux miens dans la pièce, formant un chœur d'agonie. Mais la torture psychologique était bien pire. Il se tenait debout avec un miroir, me forçant à me regarder, ensanglanté, meurtri et brisé, presque méconnaissable. « Tu n'es plus rien », chuchota-t-il. « Juste un jouet de plus. » Je voulais mourir. Je le suppliais, mais une partie de moi refusait de céder. J'attendais, guettant la moindre erreur. Cindy m'en offrit une. Un jour, elle laissa les clés de mes chaînes à ma portée. Mes mains tremblaient en les attrapant, le métal froid glissant sous ma sueur. Une éternité sembla s'écouler avant que le verrou s'ouvre. Je courus, mes jambes hurlaient à chaque pas, mes blessures se rouvraient, mais je ne ralentis pas.
Je traversais la remorque en trombe vers le désert, le soleil m'aveuglant. Les appels de Cindy me poursuivaient, la voix furieuse de David déchirant l'air. J'atteignis une maison voisine, frappant à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Le regard du propriétaire me dit tout. Il savait qu'il m'était arrivé quelque chose d'innommable. La police arriva, ses sirènes fendant le silence du désert nocturne. David et Cindy furent arrêtés, leur règne de terreur enfin terminé. Mais même en les voyant emmenés, je ne pouvais oublier les horreurs endurées. J'ai réussi à m'échapper, mais la Toy Box ne me quittera jamais. Dans l'obscurité, j'entends encore parfois sa voix, froide et moqueuse, et je vois les visages des femmes qui n'ont pas survécu, leurs cris silencieux gravés à jamais dans mon esprit. Le Toy Box Killer, David Parker Ray, était un criminel sadique qui a enlevé, torturé et agressé sexuellement des femmes dans une remorque insonorisée qu'il appelait sa Toy Box, au Nouveau-Mexique, dans les années 1980 et 1990. Équipée de dispositifs et d'outils horrifiques, la remorque était conçue pour des séances de torture prolongées. Ray aurait tué plusieurs victimes, bien qu'aucun corps n'ait pu lui être formellement attribué. Ces crimes ont été mis au jour en 1999, lorsqu'une femme s'est échappée et a alerté les autorités. Ray a été condamné pour enlèvement et torture, mais est mort d'une crise cardiaque en 2002, alors qu'il purgeait une peine de 224 ans de prison. Ses complices ont écopé de peines moins lourdes.